Dans ce monde, nous sommes tous à la recherche d'expériences de vie. Le problème, c'est qu'il nous faut de l'argent pour financer ces expériences. Moi, c'est Cédric Froment. Froment comme le blé, l'argent ou comme le spéculateur libre. Je trade et j'investis sur les marchés financiers depuis plus de 15 ans. Dans ce podcast, qui est souvent adapté d'une vidéo de ma chaîne YouTube, vous découvrirez les comportements qui font que les riches sont riches. On est donc parti pour ce trader mindset consacré aux bons et aux mauvais traders et on va parler du bon et du mauvais chasseur. Donc vous connaissez probablement ce sketch des inconnus. C'est quoi la différence entre un bon et un mauvais chasseur ? Le mauvais chasseur, il a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire. Et le bon chasseur, il voit un truc qui bouge, il tire. Mais bon, c'est un bon chasseur. Donc j'espère que ces explications transcendantales vous auront éclairé, car pour le bon et le mauvais trader, ça marche exactement pareil. Et si ces explications ne sont pas suffisantes et que vous avez donc moins de 2 grammes d'alcool dans le sang, on peut aller de l'avant. Alors, ce que le bon trader sait faire. Il sait reconnaître les phases de marché pendant lesquelles il perd son avantage en termes d'espérance de gain. Il sait aussi que les séries de trades perdantes se manifestent de manière récurrente pendant ces mêmes phases. Il est donc capable de différencier une phase de marché volatile d'une phase de marché sans risque. Eh bien, la grande nouvelle, c'est que le mauvais trader sait exactement faire la même chose. Alors la question que vous allez probablement vous poser maintenant, c'est ok, alors du coup, qu'est-ce qui différencie un bon trader d'un mauvais trader ? Voilà, les deux savent tirer, les deux tirent. Qu'est-ce qui différencie les deux ? Eh bien, tout se joue pendant les fameuses périodes chaotiques de marché, comme ce que l'on est en train de vivre actuellement. Le mauvais trader, ce qu'il va faire, c'est qu'il va persister à vouloir gagner et à vouloir être plus fort que le marché. Il sait pourtant que objectivement, il n'a aucun avantage statistique. Pourtant, son envie irréfrénée de se prouver quelque chose à lui ou à son entourage d'ailleurs, le pousse à continuer d'être agressif au lieu d'être défensif pendant ces cycles boursiers. Donc du coup, le mauvais trader vient chercher quelque chose de plus sur les marchés, de plus que les plus-values. Certes, il veut des plus-values, mais il vient chercher autre chose en plus. Il vient sur les marchés pour se prouver quelque chose à lui-même. Et cela a tout à voir avec un problème émotionnel non résolu et rien à voir avec ses compétences analytiques de trader. Donc du coup, 2 traders peuvent être aussi bons l'un que l'autre pendant les bonnes phases de marché. Ce qui va faire la différence, c'est pendant les moments difficiles. Le bon trader reste sur la touche, donc en retrait, car il est uniquement présent sur les marchés pour capturer des plus-values. Il a rien à se prouver à lui-même, il n'est pas là pour battre les marchés, il est simplement là pour capturer des plus-values. Alors que le mauvais trader entame une autre partie de jeu, celle de battre les marchés et de se prouver quelque chose à soi-même ou à son entourage. Du coup, la question que l'on peut ensuite se poser, c'est comment reconnaître un candidat qui fera un mauvais trader. C'est-à-dire à l'avance, avant même d'avoir formé quelqu'un sur des compétences analytiques et pratiques, comment savoir si son mindset ou voilà son conditionnement et sa façon de vivre vont faire de cette personne un mauvais trader ou un bon trader. Donc là, en l'occurrence, on va voir pour le mauvais trader. Du coup, on en revient à ce fameux ennemi qui est en nous et qui est l'ego. La maîtrise de l'ego est la clé pour devenir un bon trader. Pour savoir si une personne sera un mauvais trader, il faut simplement l'observer interagir avec son entourage, c'est-à-dire dans sa vie de tous les jours. Si cette personne tente systématiquement de se comparer aux autres plutôt qu'à elle-même, c'est-à-dire à ses propres progrès au fil du temps, c'est que cette personne est dans un schéma comportemental dont le moteur est l'ego. Et c'est dans cet univers que toutes les blessures émotionnelles et les déviances mentales puisent leur énergie. Sachant qu'il y aura toujours plus grand, plus beau, plus intelligent et plus fort que soi, se comparer aux autres va simplement faire naître une mauvaise version de nous-mêmes. Donc il faut vraiment privilégier, quand on est dans une phase d'ascension, de vouloir toujours s'améliorer, il faut privilégier un cadre de référence interne, c'est-à-dire se comparer soi-même par rapport à son soi-même d'avant, plutôt que vouloir évoluer dans un cadre de référence externe, c'est-à-dire à toujours essayer de se comparer au monde extérieur. Il faut un subtil équilibre entre les deux, mais il ne faut pas être surpondéré dans un cadre de référence externe.
Du coup, on va parler maintenant des 3 mécanismes comportementaux les plus ravageurs qui sont liés à l'ego et donc au cadre de référence externe. Le premier, c'est que nous nous comparons trop aux autres. Quand on est trop dans l'ego, quand on internalise trop un conditionnement psychologique, on internalise trop des valeurs qui sont basées sur celles de l'ego, on a toujours tendance à se comparer aux autres, ce qui nous anesthésie littéralement face à un résultat trop éloigné de nous à un instant T. C'est-à-dire qu'on va se dire, est-ce que tu as vu les revenus de cette personne? Est-ce que tu as vu la femme de cette personne, sa voiture, son corps, sa popularité, son éloquence, sa culture? Et là, on se dit qu'on n'y arrivera jamais parce qu'on se compare toujours à des personnes qui sont déjà arrivées à un objectif qui est très très lointain. Mais ce qu'on oublie, c'est que ces personnes, pour être arrivées à cet objectif, ils n'ont fait que mettre une brique après l'autre avant d'en arriver à un palace. Le palace, il n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Elles ont dû batailler brique après brique. Et ça, quand on a un cadre de référence externe basé sur l'ego, on oublie complètement ce chemin qui a permis d'atteindre le résultat. Donc le deuxième mécanisme comportemental qui est ravageur, c'est que nous trouvons toujours des excuses plutôt que des solutions. C'est à cause de la pluie, de la fête, des gilets jaunes, de Trump, des taxes, que blablabla. Donc nous sommes 100% responsables de tout ce qui nous arrive dans nos vies. Si nous n'adoptons pas cette logique de responsabilité, c'est que nous sommes dans une logique de victime. Donc à choisir entre être une victime ou être au contrôle de tout, être responsable de tout, vaut mieux choisir d'être responsable de tout. Et du coup, ça va nous permettre de trouver des solutions plutôt que des excuses à tout ce qui nous arrive dans nos vies. Et enfin, la troisième et dernière chose qui est probablement la conséquence des 2 premières habitudes, et cette troisième chose est vraiment la plus nocive de toutes, c'est que nous allons nous mettre à dévaloriser, à sous-estimer et à critiquer les autres. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Tout simplement afin de maintenir notre statut et notre crédibilité au niveau où elle est actuellement. Et on va se dire, lui s'il a réussi à faire ça, c'est qu'il a eu de la chance. Il est bien né, il a eu un don, il a du temps pour le faire. Ou encore, lui, il n'a pas eu le courage de faire ceci ou cela, alors que moi si, et c'est pour ça que, tout simplement, je n'ai pas réussi. La réponse, c'est que non, lui est juste plus équilibré émotionnellement et dessine un chemin de vie qui est directionnel plutôt qu'un cercle concentrique autour de lui-même. Donc, tout simplement, il met les briques les unes après les autres. Donc tout ça pour dire qu'il ne naît rien de bon de ces comportements lorsqu'ils sont perpétués au quotidien. Bien sûr, ces trois comportements, on sera tous amenés à les avoir de temps à autre, mais quand on les perpétue du matin au soir, chaque jour, c'est là où tout va mal et on se transforme en mauvais trader, en mauvais chasseur. Donc personnellement, moi je vous recommande de fuir ce genre de personnes comme la peste. Même si c'est un membre de votre famille, rien ne vous oblige à fréquenter ce membre de votre famille tous les jours du matin au soir. Vous pouvez vous permettre de le voir une fois par mois, tous les 3 mois ou une fois par an et ça suffira amplement. Donc ces personnes, elles ne sont pas là pour vous pousser vers le haut, elles sont là pour détruire tout ce qui les entoure afin de trôner dans leur petit royaume de l'ombre. Et cela produit souvent des pervers narcissiques. Cela produit aussi des traders dont les compétences techniques et analytiques sont souvent irréprochables, mais dont l'ego incontrôlable les pousse à l'échec pendant les mauvaises phases de marché. Ce que je pense de tout ça, c'est que nous sommes tous nés, le cœur pur et l'esprit lumineux. Ce sont les stigmates de nos expériences de vie qui développent plus ou moins en nous la partie sombre de notre ego. Donc c'est vraiment lié à notre conditionnement, à nos expériences de vie, que l'on va être plus ou moins dans la partie sombre de cet ego. Donc c'est à nous de trouver ou de retrouver la partie lumineuse de notre ego. C'est-à-dire celui qui nous pousse à valoriser notre entourage, nos enfants et de manière générale le monde qui nous entoure. Celui qui nous permet aussi de nous dépasser chaque jour en nous comparant à nous-mêmes et en inspirant le monde extérieur. En bourse, les humains qui ne sont pas alignés avec eux-mêmes vivent très mal les mauvaises phases des marchés malgré un niveau avancé de pratique ou de connaissance. Et il y a une chose
une chose qui est vraiment vitale et qui permet de nous protéger même si on est dans la partie sombre de notre ego. Eh bien, c'est le money management. Le money management, c'est un excellent garde-fou pour apprendre à rester dans la lumière, même si notre partie d'ombre aimerait bien nous faire des bêtises sur les marchés. Donc, conclusion sur les chasseurs, parce qu'il faut quand même conclure, hein. Le bon chasseur chasse pendant les périodes de chasse et dans un domaine dédié. Donc voilà, il y a des saisons de chasse, il y a des endroits où on a le droit de chasser. Le bon chasseur, il sait les reconnaître, il y va et il ne chasse que pendant ces bonnes périodes au bon endroit, même s'il a 2 grammes dans les veines. Et en plus, c'est un viandard. Il vient là pour la viande. Alors que le mauvais chasseur, lui, il chasse tout le temps, partout, même dans les jardins d'acclimatation. C'est un petit peu un Dalton, hein. C'est le fameux Joe Lagachette des frères Dalton. Et cela avec 2 grammes dans les veines. Donc, vous voyez un petit peu la différence entre le mauvais trader, le bon trader. Le mauvais chasseur, le bon chasseur, et de manière générale, un bon état d'esprit ou un mauvais état d'esprit basé sur l'ego, c'est tout ce que je viens de vous expliquer avec plusieurs métaphores et plusieurs images. Dernière petite chose avant d'attaquer les graphiques de cette vidéo hebdomadaire. J'ai une grande nouvelle, hein, c'est que on a fait une mise à jour de la formation portefeuille rentier. Cette mise à jour est disponible dans votre espace de formation, hein, pour les heureux détenteurs. C'est entièrement gratuit. On a fait une refonte de la présentation complète de la formation. On a fait une refonte aussi complète du fond pour un contenu plus clair et pédagogique avec vraiment un système étape par étape. Il y a un nouveau chapitre. On a aussi pas mal travaillé sur le détail des arbitrages sur la partie pratique. Il y a une nouvelle façon d'implémenter tout ça avec le calcul du portefeuille sur une période longue. Donc enfin voilà, on a fait pas mal de choses. Il y a une grosse FAQ, un nouveau journal d'arbitrage et de suivi en automatique. On a fait la mise à jour des ETF et des contrats d'assurance vie, chose qu'on fait de manière régulière tous les mois dès qu'il y a du changement. Sauf que là, on a vraiment tout condensé dans un seul fichier. Il y a des nouvelles vidéos, enfin il y a plein de nouvelles choses. Si vous ne savez pas ce qu'est la formation portefeuille rentier, je vous ai mis un lien en descriptif de cette vidéo. Voilà, c'était pour le gros cadeau de ce début d'année pour tous ceux qui sont détenteurs de la formation portefeuille rentier, qui est une formation à long terme qui vise sur plus de 50 ans une rentabilité de 14% en moyenne, hein, par an. Il y a certains cycles ce sera moins, il y a certains cycles ce sera plus. La moyenne lycée est autour de 14-15% et donc tout cela est expliqué dans une routine de 5 minutes par mois qui vous est présentée dans la formation du portefeuille rentier. C'est non fiscalisé. Je vous ai mis en place des outils pour pouvoir mettre ça sur des enveloppes fiscales si vous êtes en France qui vont vous permettre de ne pas payer de fiscalité pendant tout le processus de création de richesse, ce qui est vraiment le processus qu'il faut accélérer, privilégié pour ne pas se faire ralentir par les taxes. Il y a aussi 4 vidéos, hein, si vous voulez les regarder, qui sont disponibles à partir du lien en présentation, dans le descriptif de cette vidéo. Dernière info avant de nous quitter, tous les liens dont j'ai parlé dans cette version podcast figurent dans le descriptif. À la prochaine.